Avez-vous mal à la tête, un bras en moins ou encore un cancer? Ils avaient forcément le remède qu'il vous faut. Des escrocs de la santé, les vendeurs de rêves sur prescription et autres gourous de la médecine miracle. Vous avez mal au dos, la syphilis ou peut-être juste besoin de vivre éternellement? Ces charlatans avaient forcément une solution pour tout et ça finissait rarement bien pour les patients. Commençons par le XVIIIe siècle, où le mot éthique ne faisait pas partie du vocabulaire habituel. À l'époque, on trouvait des vendeurs de médecine miracle, ce qui n'a pas vraiment changé. Leur produit phare, les élixirs. L'idée était simple. Tu mélanges un peu d'alcool et tout ce qui te tombe sous la main. Du sucre, des plantes, de l'or et parfois une pincée de poison. Et voilà, un fantastique élixir qui soigne votre mal de tête et la peste. Le problème, un médicament qui soigne tout, ça n'existe pas. Mais n'allez pas croire que ces potions étaient sans effet. On peut voir deux problèmes au niveau de leur composition. Le premier, que l'ingrédient principal sur lequel on communique ne soit en réalité pas présent dans la fiole. Prenons comme exemple Clark Stanley. Ce brave homme vendait de l'huile de serpent, censée guérir les rhumatismes. Le problème, le serpent en question n'était pas présent dans la recette. Mais bon, l'important, c'est que l'étiquette était vachement plus cool avec un serpent. C'est déjà limite de vendre un produit où il manque un ingrédient, mais si l'ingrédient qui manque était vraiment efficace, vous vendez un produit sans principe actif qui ne fera donc pas effet. Le deuxième problème qu'on peut trouver, qu'il y ait des ingrédients dangereux. Et c'est sûr qu'une fois mort empoisonné par votre potion, vous n'aurez plus mal au crâne. Par exemple, William Radham et son microbe killer. Il jurait que son produit pouvait tuer tous les microbes du corps humain. La recette, suite à une analyse du Bureau of Chemistry, le tout était fait d'eau, de soufre et d'acide sulfurique. Oui, le gars vendait de l'eau acide qui sent l'œuf pourri en bouteille. Et le pire, ça marchait. Enfin, vendre les bouteilles marchait, pas guérir les gens. C'était clairement un pro du marketing qui faisait des publicités et des livres pour vendre son produit. Le microbe killer fut interdit par la FDA en 1912, soit 10 ans après que sa composition ait été révélée. Au cas où vous vous posiez la question, l'homme était jardinier et botaniste. Aucun rapport avec la choucroute. Soyons honnêtes, les situations où le principe actif était dangereux et inefficace étaient monnaie courante. Le cas du microbe killer est un bon exemple, mais on peut aussi trouver des produits à base de formol. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit utilisé pour fixer des tissus biologiques. Par exemple, les spécimens en bocaux, comme ceux-ci, sont parfois préservés avec du formol. Ça prend de porter un masque et des gants pour en manipuler, car ce produit est très... cancérigeuses. Alors, si c'était problématique, pourquoi ces marchands faisaient fortune? Eh bien, c'est simple. Vous avez une rage de dents et pas d'antidouleur moderne? Vous êtes prêt à tester beaucoup d'affaires. Sur tous les clients qui essaient le produit, il y a forcément des personnes qui verront un effet placebo se produire. À partir de là, ces patients pourront vanter les mérites du produit qui les a aidés. Je n'irai pas détailler l'effet placebo, il y a bien assez de vidéos de vulgarisation sur le sujet. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et à force de faire gober du poison aux gens, les scandales ont commencé à se découvrir. Prenons l'exemple du Raditor, une eau minérale contenant du radium, produite de 1925 à 1930. Il était recommandé d'en boire une fiole par jour. 400 000 fioles furent vendues.
Les vertus du produit: guérir jusqu'à 150 maladies. Pas 15, 150. Mais plus généralement, il était vendu comme un tonique, un genre de Red Bull pour les gens fatigués et pour tous les mous de la tige. Forcément, boire de l'eau radioactive tous les jours, ça n'est ni énergisant ni bon pour la santé. Les effets secondaires: une lente agonie, perte de dents, cancer. En 1930, la FDA avertit le public sur les dangers du produit, mais ne peut pas l'interdire encore. En 1932, un riche industriel consommateur du produit meurt. Le scandale éclate alors et le Wall Street Journal titre « L'eau au radium fonctionnait bien jusqu'à ce que sa mâchoire se détache ». Malgré ça, le créateur et vendeur du produit ne fut pas poursuivi, faute de régulation sur le sujet à l'époque. Face à l'explosion des arnaques, les premières lois sur la régulation des médicaments sont apparues. En 1906, aux États-Unis, la Pure Food and Drug Act a été adoptée pour empêcher la vente de produits à l'étiquetage mensonger. Spoiler, beaucoup de vendeurs ont dû fermer boutique quand il a fallu écrire arsenic ou formol sur les étiquettes. En 1938, la FDA gagne son autorité pour la régulation des médicaments. Mais si la FDA et ses équivalents dans chaque pays existent maintenant, alors tout va mieux. Le charlatanisme n'existe plus. Que vous êtes innocent. Ne vous méprenez pas. Le charlatanisme n'a pas disparu. Il s'est juste mis à jour. Aujourd'hui, il s'appelle cure détox ou encore boîtier quantique. Autant de produits qui surfent sur les limites législatives des organismes de régulation. Par exemple, pour beaucoup de pays, les compléments alimentaires n'ont pas besoin d'être approuvés par un organisme de régulation, car ils ne sont pas des médicaments. Ça n'empêche pas l'entreprise qui les commercialise de leur prêter des vertus thérapeutiques. Même chose pour les appareils de type boîtier ou bijoux quantiques. D'ailleurs, j'ai 1000 grammes. J'espère un jour pouvoir m'offrir un biocompensateur géodésique pour parfaire mon cabinet de curiosité. Alors voilà, l'histoire des faux remèdes est une leçon en or. Quand quelqu'un vous promet un miracle, demandez toujours ce qu'il met dans son flacon. Et si la réponse inclut du radium, du mercure ou du quantique, fuyez. Il existe des études sur l'efficacité des traitements et l'absence d'études pour tester l'efficacité d'un produit doit vous mettre la puce à l'oreille. Pour les collectionneurs, on se rend à la question: où trouver tout ça? Déjà, vous trouverez souvent des boîtes ou des flacons vides, et c'est préférable car quand on prend l'exemple du Raditor, il vaut mieux ne pas avoir la possession du liquide qui venait avec la fiole. Comme souvent, la réponse à où trouver tout ça est simple, chez votre revendeur de curiosité préféré. Sur eBay, Etsy ou même dans des brocantes ou des ventes de succession. Par exemple, vous voyez ici sur eBay des bouteilles du Microbe Killer et sur Amazon, on peut trouver les livres que le monsieur a écrits. Sur ces belles histoires, j'aimerais faire une parenthèse. J'ai délaissé ma chaîne ces 2 dernières années et je reviens avec l'objectif de faire 2 vidéos par mois. J'espère qu'elles vous plairont. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et vous pouvez aussi me suggérer des sujets de vidéos en commentaire. Bye!